Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e des prix de la saison, consacré à un Grand Prix de Belgique agité qui laisse quelques frustrations et que l'on pourrait presque découper en 5 parties. Le sprint, la qualif et une course en 3 étapes. D'abord on roule pas, ensuite on roule un peu sur le mouillé et ensuite une course finalement plutôt normale sur le sec. Après une matinée très pluvieuse qui m'a fait craindre le pire, puisque la course de Formule 3 n'a jamais démarré, celle de F2 s'est mal finie et je me suis revu vraiment 4 ans en arrière sur le même circuit, eh bien ça s'était arrêté, mais une averse est revenue à 14h30 qui a retrempé la piste et donc à 15h quand le tour de formation a été lancé, il ne pleuvait plus à ce moment-là, mais il y avait trop d'eau sur la piste, pas assez de visibilité et donc après plusieurs messages des pilotes, la FIA, la direction de course, a sorti le drapeau rouge. Une décision rapide qui avait un avantage, celui de ne pas lancer le chrono des 3 heures pour faire la course. Et si jamais on avait fait ne serait-ce qu'un tour de plus ou qu'on avait lancé la course, eh bien on n'aurait eu plus que 3 heures pour la terminer. Or là, ne pas l'avoir lancé, ça laissait les mains libres avec la météo pour tout le reste de l'après-midi. Je pense que ça a beaucoup joué dans la décision de prendre à ce point du retard dans le départ. Ensuite, la pluie est revenue à 15h15 jusqu'à environ 16h où le soleil est revenu. Les voitures sont sorties en piste à 16h20 et le départ a été donné après 4 tours sous la safety car à 16h32. C'était un départ d'ailleurs lancé. Je comprends la frustration puisqu'on doit simplement attendre pendant 1h30, on n'a rien à se mettre sous la dent, on veut voir ces gars-là rouler sous la pluie, faire des trucs de dingue, on veut voir les meilleurs s'en sortir puisqu'au final les pilotes devraient pouvoir gérer leur prise de risque. Oui mais voilà, comme souvent dans ce genre de cas, je reviens un petit peu toujours au même basique. J'ai d'ailleurs de vous entendre en commentaire pour savoir si vous êtes d'accord. Personnellement, j'ai 5 points qui viennent nuancer, voire tout bonnement annuler cette frustration, cette colère. D'abord, je crois tout simplement qu'on ne pouvait juste pas rouler à 15h, c'est tout. C'est pas vraiment une question de courage, de génération, de pilote, juste de conditions de sécurité, de visibilité qui ne sont pas réunies. Il y avait aussi quelquefois de l'eau stagnante et au moins 18 des 20 pilotes l'ont dit très clairement à ce moment-là, on ne pouvait pas rouler. Vous pouvez retrouver les déclats sur plein de sites. Je cite simplement Alonso qui a dit « Au début, on ne pouvait pas courir, la sécurité est la priorité et la course a commencé au bon moment. » Voilà. Moi, je suis pas dans la voiture, je me range à l'avis des pilotes qui étaient clairement pour le fait de ne pas rouler à 15h. Verstappen, lui, par exemple, était partisan de l'inverse, de rouler au moins dans un premier temps, de faire quelques tours sous la safety car, puis ensuite, voilà, il a dit que c'était au pilote de lever le pied s'il ne le sentait pas. Je comprends cet avis, mais je crois que malheureusement, du point de vue de la direction de course, du point de vue des conditions de sécurité réunies pour rouler, comme finalement en 2021, l'état de la piste à 15h fait que malheureusement, réalistement, on ne pouvait pas lancer ces Formule 1 sur la piste. Deuxième élément, le passé de ce circuit de Spa-Francorchamps. Voilà, jeudi, on courait pour honorer la mémoire de 2 jeunes qui se sont tués sur ce même circuit. Il faut aussi dire que le Raidillon reste un virage pas comme les autres, encore pire sous la pluie. Et voilà, Spa, c'est un endroit spécial avec la forêt, le ciel parfois bas, brumeux, la longueur du circuit qui fait que les conditions ne sont pas pareilles du tout d'un endroit à l'autre. On peut aussi rajouter les élévations qui font qu'il y a des endroits où il y a vraiment de l'eau stagnante, des rivières. Alors, tout ça fait que je pense que c'est plus dur de rouler sous la pluie à Spa que sur un autre circuit. D'ailleurs à Silverstone, on a pu rouler sous une certaine quantité de pluie pendant un long moment. C'est juste pas pareil de faire la même chose à Spa, je pense. D'ailleurs, après Silverstone, les pilotes avaient demandé à la direction de course que leur retour dans cas de pluie soit beaucoup plus pris en compte et finalement, c'est exactement ce que la direction de course a fait hier parce que personne ne voulait rouler au départ. Troisième chose pour moi, en fait, la plus importante, c'est là où le vrai débat devrait se construire après les événements d'hier, c'est qu'il y a des éléments qui expliquent pourquoi on ne roule pas et qui sont les vraies choses à pointer du doigt plutôt que les pilotes ou la direction de course. Déjà, le fait qu'aujourd'hui en Formule 1, on le sait, on n'a pas vraiment de pneu pluie, on n'a qu'un pneu intermédiaire. C'est un gros problème. Je ne suis pas fournisseur de pneus, donc soit c'est impossible d'en construire par rapport aux contraintes diverses de Pirelli par rapport aux voitures, soit Pirelli n'y arrive pas pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, la constatation, elle est là. Aujourd'hui, on n'a pas de pneu pluie. Si on en avait un vraiment efficace, ça pourrait régler les choses dans certains cas.
Et l'autre élément majeur du même style, c'est purement le règlement. Les voitures d'aujourd'hui, CF1, on le sait, elles sont trop grandes, elles sont trop larges, elles sont trop lourdes, et avec cet effet de sol aussi, elles soulèvent beaucoup trop d'eau. C'est vraiment impossible aujourd'hui de suivre une voiture quand il y a de l'eau sur la piste à cause notamment de l'effet de sol. Ça rend impossible la conduite dans ces conditions. C'est profondément regrettable parce que ce règlement fait qu'on ne peut pas, là où par le passé avec d'autres types de F1, je pense qu'hier on aurait pu lancer le départ. Et il est là le vrai problème. Quatrième point rapide, je me suis demandé quand même hier s'il n'y a pas moyen d'inventer maintenant une machine qui pourrait permettre d'évacuer l'eau sur la piste un petit peu mieux que ça, de sécher, donc de plus rapidement retourner en piste, d'éviter des demi-heures peut-être d'attente. Alors ouais, il y a des camions qui passent, qui sèchent la piste, mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment énormément. Alors la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas créer un truc pour aller un petit peu plus vite dans ces scénarios où tout le monde s'ennuie, c'est clair. Et puis cinquième et dernier point, il faut quand même le dire, oui, je trouve que quand même hier, on a un petit peu trop attendu. Il y a eu un peu de peur, de retenue, de conservatisme, appelez ça comme vous voulez, de la part de la FIA, car on a vraiment attendu que ce soit très sec. Trop sec même, je pense. On a fait 4 tours sous safety car, c'était peut-être trop. On a mis un départ lancé alors qu'on pouvait peut-être faire un départ arrêté. Et on a repris la piste à 16h20, là où peut-être dès 16h on pouvait ressortir. C'est frustrant parce que ça a changé la course. Ça fait qu'il n'y a quasiment pas eu de course sous le mouillé alors qu'il y aurait pu en avoir au moins une petite partie hier. En fait, il y a un monde où hier, le départ n'est pas à 16h30 mais à 16h05 avec un départ arrêté et avec non pas 8 mais 20 tours sous la pluie roulable. Voilà, ça peut être le regret. Comme l'a dit Gasly, surtout sur ce circuit, mieux vaut s'élancer 10 minutes trop tard que 10 minutes trop tôt. C'est clair, je me range derrière lui. Et Ocon a dit que la FIA avait fait du bon boulot en protégeant les pilotes. Parfois, sur la dernière demi-heure, c'était peut-être de la surprotection. Mais voilà, moi je préfère ça. Ma conclusion, c'est que c'est un peu regrettable qu'on ait trop attendu, mais qu'on ne pouvait pas rouler à 15h et que je ne vais pas m'élever contre un trop plein de sécurité. Donc une fois dit ça, j'ai pas grand chose à dire. Les responsables, c'est pas les pilotes, c'est pas la direction de course qui selon moi a fait un sans faute sur la gestion de la pluie hier. Un peu d'attente, mais franchement ça va. C'est plutôt les voitures, les conditions. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus vraiment rouler dans ces conditions F1, encore moins à Spa. Ça, c'est vraiment regrettable, plutôt que la gestion des événements, puisqu'hier on pouvait difficilement mieux arbitrer. En revanche, il y a un sujet clairement, selon moi, un peu plus révoltant, plus agaçant, en tout cas qui devrait vraiment être le point de discussion aujourd'hui plus que la pluie, et j'en fais carrément un point avant même d'entrer dans les équipes et les pilotes, c'est le fait que la qualité du spectacle aujourd'hui en Formule 1 est devenue vraiment très médiocre. C'est vraiment très compliqué, c'est pour moi le vrai sujet du week-end. Le sprint et le Grand Prix, notamment sa partie sèche, ont été 2 processions sans quasiment aucun dépassement. Je crois qu'il n'y en a eu que 4 lors du sprint et c'était avec des voitures qui avaient des énormes différences de rythme sur les autres, quasiment 1 seconde au tour. Et on l'a vu dans la course après l'arrêt, absolument personne ou presque n'a pu se doubler. On a notamment le top 9 qui s'est suivi de bout en bout, peu importe la voiture que tu avais. Et on a notamment Tsunoda et les autres qui n'ont jamais pu doubler Pierre Gasly. Donc en fait, Spa hier a offert la même chose qu'un Grand Prix de Monaco. Et c'est clairement la faute à ce règlement où l'air sale refait surface, où les voitures sont trop grandes, trop larges, trop lourdes, je ne vais pas me répéter. On est obligé aussi de se mettre à 2-3 secondes du pilote de devant pour ne pas détruire ses pneus. On ne peut même pas attaquer aux combes visiblement maintenant à Spa. Et aussi on manque toujours cruellement de cet élément stratégique puisqu'hier il n'y en avait pas vraiment. Alors certes la pluie n'a pas aidé mais les médiums ont tenu 2 tiers de la course alors que Pirelli avait amené une gamme avec un trou pour qu'il y ait des hards vraiment plus hards. Finalement, ça n'a servi à rien et 19 pilotes sur 20 ont choisi les médiums face aux hard. Voilà, je continue de penser qu'au niveau des pneus, on a un gros souci, que ça nous prive de l'élément stratégique. Et cette course vient finalement symboliser tous les problèmes actuels. C'est vraiment difficile, c'est dur en ce moment l'état de la course. On espère tous que 2026 va changer les choses parce qu'en termes d'écart entre les performances des monoplaces, ça va, c'est bien. Mais en termes de qualité de course, le règlement actuel arrive vraiment sur des grosses limites. Et pour terminer, un mot de Spa, circuit sensationnel, fou, historique, légendaire, tour qualif exceptionnel. Voilà. Évidemment, j'ai rien à dire sur Spa, qui est peut-être mon circuit préféré, mais quand même, en course, ça fait un bon moment que les dimanches sont vraiment compliqués. Le circuit n'est pas le premier responsable, on vient d'évoquer d'autres choses, mais quand même, à Spa plus qu'ailleurs, c'est compliqué.
Allez, évoquons maintenant le duel au championnat entre les deux pilotes McLaren, duel remporté ce week-end par Oscar Piastri, puisqu'il a battu son coéquipier dans les deux courses. Pour la partie sprint, il y a littéralement rien à dire, puisqu'après être passé en SQ3 pour seulement 41 millièmes à cause de l'évolution de la piste que McLaren avait un petit peu mal anticipé, eh bien Piastri a sorti un tour phénoménal en fin qualif sprint, un record du circuit, au moment où Norris lui retombait dans ses travers avec plusieurs erreurs lors de son tour, ce qui le reléguait à la 3e place et surtout à près de 6 dixièmes. Au départ, les McLaren qui étaient plus chargés en aéro que leurs adversaires ont toutes les deux perdu une position au bout de la ligne droite de Kemmel et il n'y a pas grand chose que les pilotes pouvaient faire. On sait à ce pas c'est compliqué, encore plus avec une différence d'appui. Norris a ensuite réussi à redépasser Leclerc puisque la Ferrari n'était pas au niveau de la McLaren, mais Piastri lui n'a rien pu faire contre une Red Bull qui était parfaitement réglée pour le sprint, on y reviendra. Au départ du Grand Prix, les positions étaient cette fois inversées et il n'y avait plus de Max Verstappen intercalé. Les conditions, elles, cette fois, étaient humides et Piastri a fait un magnifique départ en ne levant quasiment pas le pied dans le raidillon. Grosse prise de risque pour aller doubler Norris au bout de la ligne droite parce qu'il le savait, c'était le moment d'aller chercher la victoire. Il a piqué au moment décisif, au bon moment. C'était quasiment sa seule opportunité de passer et donc de gagner. Et donc sur ce départ, on a vu le Piastri qui est le plus fort cette saison, celui qui a l'instinct de tueur, qui a le sang-froid et qui continue de faire mal quand il faut faire mal. En comparaison, la relance ou le départ de Norris, en tout cas, lui n'était pas parfait puisqu'il se rate un petit peu à la chicane, il se rate aussi au premier virage et il faut aussi dire qu'il a relancé assez tôt, ce qui m'a plutôt surpris. Et puis après, comme Piastri d'ailleurs face à Verstappen la veille lors du sprint, compliqué pour le pilote qui est en tête lors des départs de résister au pilote de derrière qui a l'aspiration. Et on note aussi que Lando avait à ce moment-là visiblement un petit souci de batterie qui ne l'a pas aidé très clairement. En tout cas, ce que je regrette là-dedans une nouvelle fois, c'est que comme on l'a dit récemment, on est sur cette saison un championnat du premier tour. En vérité, on peut difficilement s'attaquer, se suivre, se doubler et donc le pilote en tête à la fin du premier tour a 95% de chances d'aller gagner le Grand Prix et donc le champion entre Norris et Piastri sera celui qui terminera devant l'autre à la fin du premier tour. Un peu frustrant car on aimerait pouvoir les voir se battre au cœur des Grands Prix. Malheureusement, ça n'arrive pas. Après ça, le passage au pneu sec a quasiment décidé finalement de l'ordre des deux pilotes jusqu'à l'arrivée, puisque quand on a vu à partir du 11e tour que plus tôt tu t'arrêtais, plus tu gagnais de temps, en tout cas plus tard tu t'arrêtais, plus tu allais perdre de temps, eh bien on a directement appelé Piastri au stand à la fin du tour 12 et on a décidé de ne pas faire de double arrêt, un choix logique sur l'instant puisqu'on se dit que ça aurait bloqué Lando Norris, mais je pense que l'avance sur Leclerc était assez grande et que surtout Norris a perdu encore plus en faisant un tour de plus. Il a dit en conférence de presse que c'était pas forcément le bon choix et qu'ils allaient revoir ça et je suis d'accord, même si sur l'instant, bon, compliqué de faire entrer les deux. Et surtout, quoi qu'il arrive, un tour après ou double arrêt, Norris allait perdre du temps, il y allait avoir un écart entre les deux pilotes McLaren, un écart qui allait être très compliqué à inverser et c'est dommage que ce soit passé comme ça, que le scénario de cette course nous ait privé d'un duel, car les deux pilotes avaient choisi des pneus différents et non pas pour se différencier l'un de l'autre, mais car chacun individuellement pensait que c'était le meilleur pneu, pour Piastri le médium, pour Norris le pneu hard. Et à la fin de la course, on a vu que le pneu hard, qui était, je le rappelle, 2 gammes plus dur que le médium, cette fois-ci pour la première fois de l'histoire de Pirelli, eh bien il marchait très bien et Norris est revenu très fort, mais Piastri a très peu dégradé et surtout les quelques secondes perdues au moment de l'arrêt au stand et les quelques secondes perdues dans les 3-4 erreurs qu'a fait Lando Norris qui lui coûte peut-être 3-4 secondes, l'ont empêché finalement de revenir complètement sur Piastri et de pouvoir tenter quelque chose. Il y a 3-4 secondes à l'arrivée, entre l'arrêt mais surtout les petites erreurs, elles y sont et donc voilà, Lando Norris hier n'a pas été parfait non plus. On en revient aux deux éléments qui décideront du nom du champion cette saison selon moi. D'abord, celui qui aura fait le plus de premiers tours devant l'autre. Et ensuite, le fait que Lando Norris n'a absolument pas le droit à l'erreur s'il veut battre cet Oscar Piastri complètement carnivore qui lui en commet très peu. Vu que maintenant ils ne font que des doublés, comptablement Norris a perdu ce week-end une victoire à une 2e place plus 1 point et donc doit maintenant gagner 3 courses devant Piastri pour reprendre la tête.
Derrière, c'est Charles Leclerc qui prend un 4e podium sur les 6 dernières courses au terme d'un week-end vraiment parfait, irréprochable. Je crois qu'il n'aurait pas pu prendre la moindre position de plus dans toutes les séances compétitives du week-end. Le Monégasque a apprécié la nouvelle suspension arrière apportée par Ferrari, deuxième partie du package d'amélioration apporté en Autriche et à Silverstone. L'amélioration ne change pas la hiérarchie et ne permet pas, c'est clair, de jouer avec la McLaren. Ferrari reste la deuxième force selon les configurations, mais ça améliore globalement son feeling, notamment pour entamer les qualifications. Alors, pour lui, ça avance dans le bon sens et Vasseur avait les mêmes propos. Et 4e de la qualif sprint, il termine le sprint à la même place alors qu'il avait pourtant magnifiquement dépassé Norris au départ, mais il n'y avait rien à faire en termes de rythme de course. Il va faire ensuite une position de mieux en course grâce à un tour de qualif vraiment costaud, quasiment parfait, peut-être un petit dixième de lâcher dans les derniers virages. Et vraiment, grâce à ça, il devance Verstappen de 3 millièmes. Et à l'arrivée, ce sont clairement ces 3 millièmes le samedi soir en qualif qui ont décidé de l'identité du pilote qui allait pouvoir accompagner les deux McLaren sur le podium. Je pense que la Red Bull était un poil plus rapide et qu'avec de l'air libre, elle se serait échappée un petit peu de la Ferrari. En tout cas, Charles a dû résister au départ dans le mouillé avec une Ferrari qui était très déchargée et pas terrible dans ces conditions par rapport à une Red Bull, elle, qui était faite pour les conditions humides. Merckx a été plusieurs fois à sa hauteur, notamment une fois à la sortie du premier virage, mais ça l'a fait. Et après l'arrêt, il a sorti de son DRS et a maintenu globalement une avance de 2 secondes jusqu'à une petite erreur à la fin. Mais globalement, ça tient pour Leclerc. Et je note quand même que sur la partie globalement sèche de la course, je crois que Leclerc ne perd que quelques secondes, 5-4 secondes sur Piastri en une petite trentaine de tours. Donc c'est clairement encourageant pour la Scuderia ce week-end qui restait globalement la 2e ou 3e force, mais qui, avec Leclerc, a maximisé ce qu'elle pouvait faire 2 fois. Son adversaire du dimanche, Max Verstappen, a lui aussi fait globalement un week-end assez irréprochable, avec notamment une partie sprint vraiment splendide. Il a profité de l'erreur de Norris en qualif pour s'intercaler sur la première ligne et donc pouvoir aller chasser et doubler Piastri au départ du sprint, avec notamment une Red Bull qui était parfaitement réglée pour ça, puisqu'il y a eu une vraie masterclass de réglage de la part de l'équipe sur la partie sprint avec une voiture extrêmement déchargée comme à Silverstone. Le compromis, c'est qu'en qualif dans le secteur 2, c'était compliqué, mais Max a fait en sorte d'être proche, en tout cas entre les deux McLaren, notamment grâce à l'erreur de Norris. Et ensuite, lors du sprint, il était indoublable, c'était du tableau noir. Et là-dessus, bravo Red Bull et première victoire finalement, entre guillemets, pour Laurent Mekies. Pour la partie course en revanche, en prévision de la pluie et pour ne pas revivre ce que Max avait vécu à Silverstone où il avait pris une pole avec une voiture très déchargée et avait vécu un Grand Prix très compliqué avec cette même voiture le lendemain, eh bien Red Bull a remis de l'appui, a remis de l'aileron. Ils avaient perdu, je crois même, 20 km/h de vitesse de pointe dans la ligne droite entre les deux qualifs. Le problème pour eux, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, eh bien, on a très peu roulé dans les conditions mouillées et surtout, c'était très dur de se doubler hier. Donc finalement, Verstappen n'a jamais pu se mettre à profit. Le compromis qu'il avait fait pour la qualif ne lui a pas servi en course. Concernant leurs coéquipiers, commençons par Ferrari et donc par Lewis Hamilton qui a vécu un week-end vraiment délicat, même s'il s'est globalement bien rattrapé le dimanche avec une vraie belle course, mais il a quand même lâché des gros points ce week-end, notamment à cause des 2 qualifications. Vendredi, son premier tour a été perturbé par la sortie de piste d'Antonelli et lors du deuxième, il a spin, il a bloqué les roues arrière. Une erreur qui montre que sa prise de marque avec la Ferrari n'est pas encore complète, d'autant qu'il y avait un nouveau composant qui a sûrement peut-être expliqué en partie le manque de feeling qu'il a eu sur ce freinage-là. Il a été surpris. Il a aussi pas cessé de dire qu'il ne trouvait pas de différence avec la nouvelle suspension. Il le disait dès le jeudi en conférence de presse. Donc bon, clairement Hamilton n'y est pas encore dans son feeling avec la voiture et ça s'est vu sur les qualifs. En tout cas, après ce sprint qui était mort dans l'œuf à cause de la qualif, eh bien, il a à nouveau gâché une partie de son Grand Prix avec la qualif, avec un premier tour qui était à 3 dixièmes de Leclerc. Ça va, mais il fallait absolument améliorer pour passer en Q2. Et malheureusement, il est sorti des limites de piste et est donc parti 16e. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec le scénario de la course, les 4 pilotes qui ont décidé de partir des stands, en fait, ne sont pas partis des stands. Ils sont juste partis derniers du départ lancé. Donc, petite zone grise peut-être du règlement avec un changement de pièce finalement à bas coût.
Et après, la course d'Hamilton était vraiment bonne. Alors il avait une voiture qui était réglée pour ses conditions et il était, vu sa position, avec des voitures autour de lui qui étaient moins rapides que sa Ferrari, mais il a été un des seuls à faire des dépassements sous la pluie, 3-4 en voilà, très peu de tours. À un moment donné, c'était vraiment même assez impressionnant. Il y a 2-3 dépassements qui sont vraiment très beaux, bien, très bien. Et après, bon choix collectif, hein, lui et l'équipe, de s'arrêter en premier au 11e tour. Et bien du coup, grâce à ça, il a gagné pas mal de temps, puisque entre le temps gagné sur la piste et les pneus plus chauds, eh bien il a regagné 7 places avec ça, et donc 4 plus 7 égale 11, et il est passé en 7e position. Et ensuite, malheureusement, on est retombé dans ce scénario de course où personne ne peut se doubler, et donc il n'a jamais pu se défaire de la Williams d'Albon et peut-être même de la Mercedes de Russell. Je pense que dans un Grand Prix, on pouvait se doubler. Hamilton pouvait terminer 5e hier, et donc a vraiment fait un beau dimanche. Mais bon, forcément, avec toutes les petites bêtises d'avant et la position de départ, il pouvait un peu caler de l'avant. Quant à Tsunoda, c'est compliqué parce que je crois qu'on a vu 3 week-ends en un. Le premier, c'est la partie sprint, c'est le week-end habituel du pilote numéro 2 Red Bull. Pas les mêmes pièces, élimination en Q2 avec 6 dixièmes de retard sur Max et un sprint coincé à la porte des points, ça c'est du classique. Puis on a vu un changement, une lueur d'espoir, un sourire lors des qualifications, puisque l'équipe, sous l'impulsion de Mekies, mais il n'est pas le seul évidemment à avoir décidé ça, a décidé de donner le nouveau fond plat à Yuki en prenant celui qui était là en réserve au cas où Verstappen abîme le sien. C'est quasiment une première finalement chez Red Bull depuis quelques années, et ça a changé énormément de choses puisque Yuki a immédiatement retrouvé de la confiance, d'abord peut-être en lui, et je pense qu'il marche beaucoup à ça, puisque là enfin l'équipe l'a considéré, et puis il a retrouvé de la confiance en la voiture, puisque direct il a dit qu'il sentait mieux la voiture, qu'elle glissait moins, qu'il pouvait mieux la contrôler. Et bah direct, boum, Q3, la première depuis Miami, et 7e place, sa meilleure qualif chez Red Bull. Ouf, enfin. Mais malheureusement, la troisième partie de son week-end, c'est la course qui s'est très mal terminée, puisqu'il fait partie de ceux qui se sont arrêtés en dernier au 13e tour et donc qui ont perdu énormément de lourdes secondes, de lourdes places. Il est sorti des points. Avant ça, il était 7e et je pense qu'il aurait terminé à minima 8e. Mais voilà, il est arrêté trop tard, surtout qu'en plus, on veut l'arrêter au tour 12, mais on l'appelle au stand juste après qu'il ait passé l'entrée des stands. Une erreur de l'équipe qui clairement coûte des points à Yuki, ses premiers points depuis un moment. Après ça, il s'est retrouvé derrière l'Alpine de Gasly qui avait une des meilleures vitesses de pointe, et comme tout le monde, on ne pouvait pas doubler hier à Spa, donc c'est très frustrant pour Yuki, mais j'ai franchement hâte de voir la suite car ça paraît pas au niveau comptable et c'est vraiment dur, mais il y a eu du mieux. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel construire pour la première fois depuis un moment. En revanche, pour Mercedes, j'ai pas vraiment hâte de voir la suite de cette saison qui, je pense, va se terminer très lentement. Faudrait sûrement même déjà passer sur 2026 puisque Mercedes est la 4e force du plateau. On le développe depuis un moment. Il y a un retard sur les autres, même sur Ferrari qui aujourd'hui a fait un pas en avant que n'a pas fait Mercedes. Et là, c'était particulièrement difficile au point où Toto parle de leur pire perf de la saison et Russell parle d'un pas en arrière. Le sprint a été complètement annulé presque du côté de Mercedes à cause de l'erreur d'Antonelli en Q1, le spin dans les graviers, lui du coup ça l'élimine, il y a des dégâts en plus donc ça ne passe pas, et Russell lui roule juste derrière dans les graviers, il y a des dégâts aussi et du coup il sort en Q2, donc finalement pas de sprint pour les Mercedes. Pour la partie Grand Prix, George a retrouvé sa place, celle de 5e, en tout cas derrière les 3 équipes de tête, mais le rythme de sa Mercedes était profondément inquiétant, puisque ce week-end il était plus proche de celui de la Williams que de la Ferrari. Verstappen l'a décroché, tandis qu'Albon a réussi à le suivre à 3-4 secondes jusqu'à l'arrivée du Grand Prix. C'est dur, notamment pour George, qui va devoir finir cette saison en roue libre, mais en saisissant les opportunités de victoire, car cette Mercedes vraiment bizarre pourra être favorite dans certaines conditions de course, notamment je pense à Las Vegas. Donc ouais, saison vraiment paradoxale pour Russell qui va peut-être beaucoup s'ennuyer, mais ressortir avec plusieurs victoires, en tout cas il en a déjà une, et visiblement pour lui, la prolongation de contrat enfin arrive. Pour Kimi Antonelli, en revanche, c'est un week-end qui peut laisser des traces assez négatives car l'Italien est maintenant complètement en crise de confiance et n'a marqué des points qu'une fois lors des 7 derniers week-ends.
Tout n'a pas été de sa faute dans cette série-là, mais ce week-end à Spa, si quand même, ses performances en qualification l'ont tué. Il y a déjà le spin le vendredi en SQ1 qui lui détruit sa qualification et aussi une qualification du Grand Prix où il sort à nouveau en Q1 et on l'a vu extrêmement touché, presque à en pleurer et après à se remettre presque totalement en question car il n'y arrive pas et que son style de pilotage très agressif empire peut-être les choses. On sent un Antonelli paumé, perdu, qui n'a plus de confiance dans lui et dans la voiture et dans ce qu'il fait. Forcément, la période est difficile, mais je veux simplement rappeler que ça va, puisqu'au moment où il est éliminé en Q1, il est à 3 dixièmes et demi de George Russell en chrono, et 3 dixièmes et demi, c'est la moyenne de son écart avec Russell cette année en qualif. Donc au final, Antonelli a fait une qualif normale, juste la Mercedes était vraiment délicate, notamment en début de qualif. Et puis surtout, je trouve quand même que ces difficultés pour Antonelli, elles sont plus ou moins normales. 2025, pour les rookies, c'est une année d'apprentissage, encore plus pour lui qui est vraiment extrêmement jeune et qui a été propulsé bien plus haut que ses collègues rookies, avec plus de regard, plus de pression. Il a déjà fait de très très belles choses dans cette saison, ne l'oublions pas, c'était peut-être sur la folie des débuts, j'ai envie de dire, et là il se tape peut-être ce qu'on peut appeler le rookie wall, en tout cas c'est un terme qu'on utilise en NBA et qui décrit le fait qu'après une première période d'euphorie, on arrive vraiment dans la dure vie de son métier où on doit tout apprendre, on doit tout construire, et là, ça devient beaucoup plus dur sur la durée. Honnêtement, je ne trouve pas ça très grave, ce qui est en train de lui arriver. Alors oui, évidemment, c'est pas bien, il y a des erreurs, faut constater, c'est clair et net, mais voilà, je pense que pour Anthony, l'important, c'est de passer l'orage. Du côté de Mercedes, il faut aussi qu'on arrive à l'aider, à le protéger, et il faut qu'on trouve des solutions pour petit à petit reprendre la bonne voie avec Antonelli, mais le projet Antonelli, c'est quelque chose, vu son âge, vu la situation aussi de Mercedes qui ne joue plus rien cette année, c'est un projet moyen-long terme. Donc voilà, simplement sur Antonelli, gardons un peu de mesure. Allez, on passe au milieu de tableau avec une équipe qui a clairement dominé, c'est Williams. 11 points d'un coup, ça fait du bien après plusieurs courses difficiles et qui avaient presque même un coup d'arrêt dans leur saison. Leur période difficile était aggravée, empirée par des soucis moteurs et par quelques faits de course qui n'avaient pas tourné en leur faveur, mais clairement ça allait un petit peu mieux que ce qu'on avait vu récemment, et en plus ce week-end ils ont apporté un gros package d'amélioration, le plus gros quasiment de tous, package qui a bien fonctionné. L'équipe a donc repris sa marche dans le droit chemin. Dans le sprint, c'est Sainz qui en a profité malgré une séance d'essai amputée de la moitié. Il fait 6e de la qualif et 6e du sprint. Il a rappelé au passage que son adaptation dans la Williams est finalement plutôt très bonne, contrairement à ce que les points laissent penser. Carlos Sainz, il est dans le coup, concrètement. Malheureusement, son Grand Prix a été gâché par un dernier tour de Q2 où il n'avait pas d'adhérence et du coup, il est éliminé. Et à partir de là, c'est très compliqué, d'autant qu'il s'arrête en même temps que tout le monde, donc il n'a jamais pu émerger. Mais pas grave pour Williams, puisqu'Albon a pu prendre le relais. Lui qui avait eu un souci moteur lors de la qualif sprint, ce qui explique pourquoi il n'avait pas pu vraiment défendre ses chances. Et bien samedi en qualif, pas de problème, et ça fait la 5e place sur la grille, vraiment incroyable. Une place qu'il a tenue toute la course, seulement doublée par Russell dans les premières parties de cette course. Russell qu'il est parvenu même à suivre jusqu'à l'arrivée, ce qui est très positif pour Williams. Honnêtement, dans cette équipe, le team principal, la voiture, l'exécution, les nouvelles pièces, le développement, le duo de pilotes, honnêtement, ça fonctionne fort. Côté français à présent, on a vraiment eu à boire et à manger dans ce week-end et j'ai envie de dire que les 3 Français ont connu à la fois un truc très positif et un truc plutôt, voire très négatif. Pour Gasly, sur la lignée de Silverstone, j'ai encore trouvé qu'il avait tiré le maximum d'une Alpine que je ne trouve pourtant pas vraiment excellente, l'une des moins bonnes voitures du plateau, voire peut-être la moins bonne. Mais voilà, il fait 7e magnifique de la qualif sprint, sauf que c'est son gros négatif, il n'a pas pu prendre le départ en même temps que les autres à cause d'une fuite, donc malheureusement ça a empêché Pierre de marquer ce qui aurait sûrement été déjà 2 points dans le sprint. Le dimanche, il s'est accroché avec son Alpine et a fait partie de ceux qui se sont arrêtés en premier, ce qui lui a permis de gagner des points, de se retrouver 11e. Il a dû ensuite contenir pour le reste de la course un énorme paquet de pilotes plus rapides derrière lui, preuve que sa voiture, je pense, n'avait pas vraiment le niveau des points. Puis Hülkenberg, on y reviendra, a décidé de s'arrêter, ce qui a donné finalement la 10e place à Pierre et vient légitimement le récompenser d'un très très gros week-end de sa part.
Ocon et Hadjar, eux, ont souri dans la partie sprint où ils ont atteint la SQ3 et ont marqué des points, des gros points même pour Esteban qui a été le meilleur des autres de la partie sprint. Malheureusement pour eux, leur course a été difficile et notamment à cause d'éléments extérieurs. Les deux étaient pourtant à la base qualifiés devant leurs coéquipiers qui étaient proches, mais derrière. Malheureusement pour Isaac, ce qui s'est mal passé, c'est d'abord un arrêt tardif qui lui a fait perdre des positions puisqu'il s'arrête à la fin du 13e tour et aussi et surtout un problème sur la voiture, apparemment sur le moteur qui l'a rendu complètement impuissant et il n'a absolument rien pu faire et il a terminé dernier. Sa course a été tuée par ce souci alors que de base je pense que la 8e place lui tendait les bras. Quant à Esteban, déjà il faut dire qu'il avait un réglage prévu clairement pour le sec, c'est peut-être pour ça qu'il a laissé passer Birman quand il y avait encore de l'eau sur la piste et ensuite lui aussi s'arrête parmi les derniers au 13e tour. Donc comme Isaac, ça lui fait perdre des places. Et puis après, on lui met des médiums usés, ce qui n'était pas forcément le meilleur choix. Donc ça a été dur pour Esteban aussi. Malheureusement, cette course, ça n'a pas tourné dans son sens. Leurs coéquipiers, eux, avaient déjà fait une bonne partie sprint, même s'ils avaient terminé juste un petit peu derrière Ocon et Hadjar. Par contre, ils s'en sont mieux sortis lors du Grand Prix. Lawson n'a pas eu de problème, s'est arrêté au bon moment et donc est resté dans les points après sa belle Q3. Il a ramené les 4 points de la 8e position, top. Et je pense qu'on continue de voir un Lawson qui monte en puissance, qui arrive petit à petit au vrai Liam Lawson et ça fait plaisir. On voit qu'il est compétitif. Quant à Birman, il a fait une très bonne course, sauf qu'il a eu un gros souci en sortant des stands et il y a son moteur qui a presque bugué pendant un petit temps et donc il s'est fait doubler d'un coup par 3 pilotes et donc au lieu de se retrouver 11e, ce qui serait devenu la 10e position, et bien il se retrouve dans le paquet derrière Gasly et donc c'est terminé pour les points, même s'il a passé Tsunoda à la fin et donc il termine 11e, histoire que ce soit encore un petit peu plus frustrant. Pour terminer rapidement, un mot de Bortoleto qui a sorti un gros week-end, passé sous les radars, mais gros week-end, clairement un meilleur week-end que Hülkenberg déjà, qui était en difficulté, qui a été battu lors des 2 qualifications, notamment 4 dixièmes dans la qualif du sprint, où Bortoleto va en SQ3 et termine malheureusement pour lui à la porte des points, mais sa partie sprint est très réussie. Et le samedi aussi, il va aller jusqu'en Q3, même si ça se joue aux limites de piste d'Hamilton, qu'il soit éliminé en Q1, ça fait Q3. Et c'est fait une très bonne position de départ qu'il va tenir, s'arrêter au bon moment, et donc il s'est retrouvé dans les points finalement de bout en bout. Il est quand même ressorti derrière Hülkenberg qui lui s'est arrêté en premier, un peu comme à Silverstone, mais il était beaucoup plus rapide que son coéquipier. L'écurie a changé de position et Bortoleto n'a plus jamais été menacé et prend une magnifique 9e place. On en parle évidemment pour Hülkenberg, week-end beaucoup plus compliqué, battu 2 fois en qualif, sprint très lointain et une course avec un rythme compliqué. Malgré cet arrêt anticipé, il n'a pas pu en profiter cette fois-ci parce qu'il détruisait ses pneus. Il a dû s'arrêter une 2e fois, ce qui était un mauvais choix puisqu'il est retombé dans le trafic et n'a jamais récupéré sa 10e position. Je pense qu'on l'a arrêté peut-être un petit peu tôt. Certes, on commençait à avoir des temps autour plus compliqués, mais il y avait encore un peu de marge et surtout il avait la position en piste. Peut-être que c'était mieux que de s'arrêter et de tenter de remonter. En tout cas, ça conclut un week-end délicat qui dénote de Silverstone pour Nico. Et puis pour terminer, on a Aston, week-end complètement à oublier. Pire équipe, pire voiture peut-être même. Double élimination en Q2 vendredi. 2 dernières places sur la grille pour dimanche. Setup pour la pluie qui n'a pas fonctionné. Je m'arrête là puisque c'était juste une horreur pour Aston. Allez, un point rapide sur les classements avec Antonelli qui a repris 8 points ce week-end à Norris, Verstappen qui est esselé, Leclerc qui a repris 10 points à Russell et qui en a mis 14 à Hamilton, Antonelli lui qui fait encore 1-0 tandis qu'Albon solidifie sa place de meilleur des autres et Ocon grâce au sprint, solidifie sa 10e place. Au constructeur, McLaren est toujours seul au monde, le titre est entériné et pourrait être gagné assez tôt. Ferrari, elle, reprend 16 unités à Mercedes et creuse l'avance pour la 2e place. Williams, elle, a repris de l'air pour la P5. Vicarb a repris 3 points à Sauber, beau duel pour la P6. Aston est la seule qui n'en a pas marqué et est désormais talonnée par Haas qui en a pris 6. Et du côté d'Alpine, Gasly a sauvé 1 point, mais la situation est toujours très compliquée. Allez, rapidement, voici les notes. Comme d'hab, vous m'aidez à les ajuster. C'est pas forcément facile, encore plus dans un week-end sprint où il faut tout prendre en compte. Une course sous la pluie, une course où il a été dur de se doubler. Bref,
Leclerc et Piastri sont pour moi les deux meilleurs pilotes du week-end. Rien à redire pour le Monégasque, quasiment rien à redire pour l'Australien qui ne fait pas la pole et ne gagne pas le sprint, donc peut-être que c'est ça qui le prive du 9,5, mais il a été exceptionnel. Derrière, j'ai trois pilotes aussi très très bons. Albon, son sprint, c'est pas de sa faute, c'est qu'il avait un problème moteur en qualif, mais son Grand Prix était exceptionnel. Gasly, pareil, s'il avait pu prendre le départ du sprint, il a été 2 fois dans les points, ce qui est un miracle avec l'Alpine. Et Verstappen, il a magnifiquement gagné le sprint et il ne pouvait pas faire grand chose de plus dans le Grand Prix. Je plébiscite aussi Bortoleto qui a été excellent tout le week-end avec sa Sauber. Lawson, vraiment très bien, même s'il est battu par Hadjar dans les 2 qualifs et dans le sprint. Derrière, j'ai Norris, un week-end avec un petit peu des erreurs, un 6/10 en qualif sprint, plusieurs erreurs lors du Grand Prix, le départ, etc. Mais ça reste quand même très correct pour Lando Norris, dur de mettre une note plus basse à un pilote qui termine deuxième, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai Hadjar qui a été aussi très bon au niveau de Lawson, devant lors du sprint. Malheureusement, son Grand Prix est tué par son problème mécanique. Vous me direz si lui aussi ne mérite pas finalement la même note que son coéquipier. Après, j'ai les 2 pilotes As. Ocon bat 2 fois son jeune coéquipier en qualif, mais la course de Biermann est peut-être un petit peu plus solide. Esteban n'a pas eu de chance, c'est délicat de le noter vu les choses qui lui sont arrivées, donc je mets les 2 As au même niveau. Ensuite, j'ai Carlos Sainz, énorme partie sprint qui méritait 8,5, mais le Grand Prix a été plus compliqué, c'est un petit peu difficile. C'est dur de lui mettre une note finalement à Carlos Sainz. Pareil pour Russell, dont l'élimination en SQ2 n'est pas vraiment de sa faute, et ensuite sa Mercedes n'était pas terrible, donc 6,5 c'est peut-être un petit peu dur pour George, vous me direz, mais c'est dur de mettre une note qui lui rend vraiment justice, peut-être qu'il vaut un 7, vous me direz. Derrière, j'ai Hamilton, beau Grand Prix qui lui permet de remonter, mais honnêtement, avant ça, il était plus proche du 4 que du 6. Tsunoda, je plébiscite, il n'y a pas de point, mais il en aurait mérité, et sa qualif, c'est enfin un pas en avant. Concrètement, c'était plutôt pas mal, en tout cas mieux que les week-ends d'avant où il a plutôt 4 ou 5. 5 pour les 2 Aston qui n'ont pas existé. C'est pas forcément que de leur faute vu la voiture, mais bon, ni l'un ni l'autre n'ont été très bons. Et même si Alonso a battu 2 fois Stroll en qualif pour pas grand chose, notamment lors d'une des 2 qualifs. Ensuite, j'ai Colapinto, pas un week-end catastrophique, mais un week-end loin du compte. Les 2 qualifs, Gasly lui met pas une pilule, mais voilà, à chaque fois il sort en Q1. Et puis j'ai Antonelli, week-end très compliqué, notamment à cause de ses qualifs. Et Hülkenberg, qui fait vraiment un mauvais week-end, largement battu par Bortoleto. Voilà, vous avez aussi les notes des équipes. Je vous laisse me dire comment arbitrer tout ça du mieux possible. Ne le prenez pas trop à cœur. Je tente de faire de mon mieux et vous m'aider à avoir les meilleures notes possibles pour une bonne moyenne générale qui est disponible en description. Sur ce, merci à tous, je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez en voir plus, j'ai hâte de débriefer ce week-end avec vous et ensuite de se prolonger vers le Grand Prix de Hongrie dès le week-end prochain. Merci à tous, on se quitte avec Enzo Ferrari qui propose une solution, la F1 se pose en Belgique en été, au début du mois d'août, et attend de voir 3 jours consécutifs de soleil pour faire la course. Là, peut-être qu'avec ça, on pourra vivre des week-ends normaux à Spa. Parce que je vous avoue que dimanche, j'ai eu peur d'être le chat noir de Spa et de vivre 2 fois le scénario de 2021. Allez, je suis crevé, à bientôt.